Bonjour Virginie Giraud, c'est la première fois qu'on se rencontre et j'ai le plaisir de vous voir aujourd'hui pour parler du dernier livre que vous publiez aux éditions Perrin qui a pour titre La véritable histoire des 12 Césars. Donc on marche sur les pas de Suétone, le grand historien romain. Avant de parler de votre livre, est-ce que vous pouvez nous raconter qui est Suétone ? Alors Suétone est un grand historien de l'Antiquité. Alors évidemment, beaucoup de gens vous diront que non, le plus grand historien de l'Antiquité, c'est Tacite, celui qui a écrit notamment les Annales, parce que c'est un homme qui appartient à la classe sénatoriale, qui a écrit un livre dans un latin magnifique, qui ressemble un peu à du roman. Alors que Suétone, lui, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la petite histoire. Il était archiviste au IIe siècle de notre ère, c'était notamment le secrétaire de l'empereur Hadrien, et à ce titre, il avait l'occasion de travailler dans les archives impériales. Donc lorsqu'il cite un document, par exemple une lettre d'Auguste, eh bien c'est qu'il l'a vu. Donc c'est infiniment plus précieux qu'une vision romancée de ce qu'a été l'histoire, les faits, quelques années plus tôt. Donc Suétone, qui a été dénigré parce qu'il s'est intéressé aux aspects très privés de la vie des empereurs, parce qu'il a donné aussi beaucoup de commérages qui se passaient à l'époque, a souvent été vu comme un auteur mineur. D'ailleurs la biographie pendant des siècles a été dénigrée et pourtant aujourd'hui c'est lui qui nous permet de nous approcher au plus proche de la psychologie des Césars. Pourquoi vous êtes-vous attelé à réécrire l'histoire des 12 Césars et de l'appeler la véritable histoire des 12 Césars ? Est-ce que parce que Suétone il n'a pas raconté la véritable histoire des 12 Césars ? Alors Suétone a raconté la véritable histoire des 12 Césars, mais il a raconté de son point de vue de chevalier qui travaillait pour l'empereur Hadrien, qui avait pour but de montrer que les premiers empereurs avaient fait des bonnes mais aussi des mauvaises choses qui devaient inspirer les empereurs à venir. Donc nous, ce que nous faisons quand on écrit la véritable histoire, c'est qu'on fait quand même un travail de croisement des sources. Évidemment, Suétone a été ma base de travail, mais il y a aussi Tacite, il y a aussi Dion Cassius, toute la bibliographie moderne, puisque les historiens qui l'ont précédé depuis le XIXe siècle ont quand même éclairci certains points qui nous paraissaient obscurs. Et ce qu'il y a en plus aujourd'hui, c'est qu'on peut faire appel, avec parcimonie évidemment, aux neurosciences aussi, et à la psychologie, pour essayer de comprendre pourquoi les Césars ont agi de telle et telle façon. Par exemple, les historiens depuis le XIXe siècle ont bien saisi que le pouvoir avait un impact assez délétère sur la psychologie des empereurs, et il s'avère que les neurosciences ont prouvé aujourd'hui que quand on a beaucoup de pouvoir, eh bien, la partie du cerveau qui gère l'empathie s'atrophie, et que plus on a de pouvoir, moins on est humain, et c'est ça que mes prédécesseurs avaient senti. Vous avez écrit un livre qui est extrêmement érudit, ça fait partie du plaisir de la lecture de ces textes. En même temps, c'est très accessible aux curieux de l'histoire romaine et de l'histoire en général. Et en vous lisant, on s'aperçoit aussi que Suétone est un peu le créateur du mythe des Césars, puisqu'il va être ensuite réutilisé dans le théâtre classique, dans les romans. Voilà, il fait partie de la culture de Montaigne à Molière et d'autres. Comment ce mythe s'est construit à partir du texte de Suétone, le mythe des Césars ? Le mythe des Césars s'est construit au fil du temps. Déjà à l'époque où écrit Suétone, on est entre 150 et 50 ans avant les faits. Donc il y a déjà une part de mythe. Pour les parties les plus anciennes, Suétone s'appuie sur des documents qu'il a pu voir dans les archives, il s'appuie sur des écrits laissés par d'autres sénateurs, sur les commérages de la cour qui continuent à se produire, et puis également pour les périodes les plus récentes sur ce qu'il a vu lui-même étant enfant, mais aussi sur ce que lui a raconté son grand-père qui était proche des Césars, des derniers Césars, puisqu'il vivait à la cour en tant que grand militaire. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'intime. On s'immisce à l'intérieur de la cour, mais évidemment, plus on se rapproche des Césars, plus on se rapproche aussi de leur folie, et leur folie a alimenté bien sûr les fantasmes les plus fous, et comme on finit toujours par parler des choses les plus incroyables parce que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les journalistes aujourd'hui, ben c'était vrai aussi pour les chroniqueurs dans l'histoire, et bien on s'est focalisé sur les comportements les plus dépravés, les plus exubérants qu'ils pouvaient avoir, et avec le temps on s'est vraiment fixé là-dessus, à tel point qu'aujourd'hui,
quand les gens vous parlent de Caligula ou de Néron, ils vont évoquer les films des années 70, les péplums, donc Tinto Brass et tout ce genre de films, qui continuent à parler des fantasmes autour des Césars, mais la réalité disparaît derrière. Et c'est notre travail, nous d'historiens, de dire oui, effectivement, il y a cette légende, mais la réalité est quelque peu différente, et c'est le travail que j'ai voulu entreprendre. Les Césars, je vis avec eux depuis 15 ans. J'ai commencé à travailler sur mon master, j'ai travaillé sur eux pour ma thèse de doctorat, j'ai écrit un livre sur Agrippine, la mère de Néron. Donc ce sont vraiment des gens qui en quelque sorte vivent un peu avec moi, et après 15 années, j'ai une idée un petit peu précise de ce à quoi ils pouvaient ressembler, avec toute la modestie des historiens, bien évidemment, on ne peut pas remonter le temps. Mais c'était ces hommes qui vivent un peu avec moi depuis une quinzaine d'années que je voulais mettre en avant, rentrer dans leur intimité. Mes prédécesseurs historiens, les hommes surtout, ont beaucoup parlé de l'aspect politique, de leur aspect stratégique, de la guerre. Moi, je voulais parler des hommes, vraiment, c'est eux qui m'intéressent. Oui, c'est bien réussi parce qu'on est à la fois dans leur famille, dans leur vie quotidienne, dans leur tracas, quelquefois dans leurs pensées, parce qu'il y a des petits passages un peu romancés, en tout cas des petits passages uchroniques qui permettent de s'imaginer qu'on discute avec eux ou qu'on les voit. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose effectivement qu'il faut absolument expliquer. Ce livre est un livre d'histoire classique, donc basé sur des recherches précises, sur la recherche récente et sur les sources. Néanmoins, dans ce livre, il y a une petite fantaisie. Les conclusions et les introductions de chapitres sont des mini-fictions. Des mini-fictions historiques, un peu comme les scènes d'évocation dans les documentaires télévisés. Donc à chaque fois, l'introduction revient sur un point clé de la vie de l'empereur, donc c'est un peu un cliffhanger qui donne envie de lire la suite, et la conclusion est souvent focalisée sur un personnage secondaire des intrigues qui va permettre de faire le lien. Ça m'a permis effectivement parfois de leur donner une voix, de rentrer dans leurs pensées intimes, les choses dont je parle, j'en suis intimement convaincue, mais ce ne sont pas des choses que je peux étayer scientifiquement. C'est pour ça qu'à chaque fois certaines hypothèses que je sens réelles mais non étayables, eh bien je vais les placer à l'intérieur de ces mini-fictions. Et pour les gens qui n'aiment pas les fictions, eh ben on peut les sauter et ça n'empêche pas du tout de comprendre l'intégralité du livre. Alors pourquoi ça vous a paru indispensable de revenir sur le texte de Suétone ? Eh bien c'était indispensable parce que déjà j'aime Suétone passionnément, il m'accompagne depuis 15 ans, j'y reviens en permanence, et parce que c'est lui qui me permet, comme j'expliquais tout à l'heure, d'aller au plus proche de l'intimité des Césars, de rentrer un tout petit peu dans leur tête, avec modestie hein, bien entendu, encore une fois on ne psychanalyse pas les morts, et c'est ça qui est fascinant chez lui. Lire Suétone, c'est se promener en permanence à l'intérieur de la cour impériale, c'est comprendre les rouages de cette famille, c'est être avec eux, et c'est ça que j'ai envie de transmettre au public, aux lecteurs, et je pense que Suétone est totalement en phase avec notre époque. Aujourd'hui, la grande histoire événementielle, c'est formidable, hein, c'est le socle des apprentissages, mais aujourd'hui on est quand même dans une mode de l'individu, d'un certain narcissisme, et finalement avec Suétone on arrive à toucher l'individu et le narcissisme de ces empereurs, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus, c'est au-delà de l'empereur, au-delà du César, c'est l'homme que je mets en avant. Qui est-il? Comment s'est-il formé? C'est pour ça que j'accorde de l'importance à son enfance, à son adolescence, à sa formation intellectuelle et aux liens familiaux qui font finalement ce qu'ils sont devenus. Oui, parce que ce sont des hommes extrêmement puissants à leur époque, ils sont les maîtres du monde civilisé pour un Romain, donc ils règnent sur toute la Méditerranée, une partie de la Gaule, enfin c'est l'Espagne, même une partie aussi de l'Allemagne, donc ce sont des hommes puissants. Avant de parler de quelques Césars, comment cette histoire a commencé? C'est un des grands mythes fondateurs de la politique et de la culture occidentale. Comment ça commence? L'histoire des Césars commence avec la guerre civile au 1er siècle de notre ère, avec la naissance de Jules César. Alors évidemment, c'est un personnage qui est totalement à part dans l'histoire de l'humanité, il fait partie de ces grands généraux qui ont laissé une empreinte historique incroyable. En gros, il y a Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon pour l'Occident. Ce sont vraiment les grands militaires qui nous ont marqués. Et donc Jules César voulait absolument diriger ce monde antique. Il n'avait peut-être pas dans l'idée de créer un royaume parce que c'était
vraiment pas dans les mœurs romaines, mais il vouait une admiration très grande à Alexandre le Grand. Hein. Il avait environ 33 ans lorsque, en voyage en Espagne pour des raisons politiques, il se trouve devant une statue d'Alexandre le Grand et il se met à pleurer de dépit parce qu'il se dit au même âge, moi je n'ai encore rien fait. Donc il y a une ambition qui est dévorante chez cet homme et ce qui le séduit plus que tout, encore plus que le pouvoir, c'est la conquête du pouvoir. C'est vraiment ce qui caractérise Jules César. Et il va tout faire pour l'obtenir, et il va l'avoir. Néanmoins, il ne fonde pas l'Empire. Et ça, c'est très important de le comprendre. Jules César n'a jamais été empereur romain. Il a été dictateur à vie. Et en revanche, il a ouvert le passage pour que Auguste, Octavien, son petit-neveu adoptif, son fils adoptif, puisse fonder l'Empire à son tour. Donc il est le premier jalon, et Auguste, qui est fait un peu de la même étoffe que Jules César, qui s'est imprégné de ce grand-oncle qui était absolument fascinant, lui va fonder l'Empire, mais ils sont vraiment la suite l'un de l'autre. Auguste a fondé l'Empire, il n'avait pas 30 ans, donc il devient Augustus, donc Augustus c'est le titre d'empereur, et donc l'œuvre de sa vie sera de fonder sa propre dynastie, mais tout en faisant attention qu'on n'ait jamais l'impression que l'empire territorial romain est en train de devenir un royaume. Et là est toute la difficulté, puisque si vous promouvez vos fils, et bien nécessairement on est dans une logique royale. Mais Auguste n'a pas de fils, il a une fille, et donc il va essayer de faire en sorte de choisir des neveux, des petits-fils pour lui succéder, sauf que tout va très mal tourner parce que tous ses successeurs potentiels vont mourir très jeunes, et finalement il va se rabattre de dépit sur le fils de sa femme, Tibère. Donc c'est la dynastie claudienne qui va suivre la dynastie julienne et fonder ce qu'on appelle les Julio-Claudiens, donc cette dynastie qui va de Auguste à Néron et qui va s'éteindre avec Néron, laissant la place à 3 empereurs de passage, puis ensuite à la dynastie des Flaviens, donc le père et les 2 fils, Vespasien, Titus et Domitien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait à peu près l'histoire. Vous avez parlé des péplums, donc on a ça en tête. Mais quand on lit l'histoire, votre histoire des 12 Césars, on a 2 personnages extraordinaires qui sont César et Auguste. Tibère est encore un empereur avec beaucoup de panache et qui va régner très longtemps. Mais après, c'est la foire aux monstres quasiment, quoi. Ah, vous allez loin avec la foire aux monstres, j'ai tellement d'affection pour eux. Mais oui, effectivement, ils sont très très difficiles. César et Auguste sont des hommes avec une étoffe assez incroyable. C'est l'étoffe des vainqueurs, c'est l'étoffe des hommes de pouvoir. On va retrouver un peu la même chose chez Vespasien, qui va fonder la dynastie des Flaviens. En revanche, les autres ne sont que des héritiers de ces hommes de pouvoir. Et être l'héritier et faire la conquête du pouvoir, ce n'est pas du tout la même chose. Autant quand on conquiert le pouvoir, on l'a pris, on s'est donné les moyens de le prendre. Alors que quand on en hérite, il faut être digne de cet héritage. Et rien que ça va contribuer à félurer la psyché de bien des Césars à venir. Ça va être le cas notamment de Caligula, pour lequel pendant longtemps je lui ai trouvé très longtemps des circonstances atténuantes, et un ami psychologue, Didier Pleu, qui est spécialiste des enfants rois, donc des adultes tyrans, m'a dit mais non, mais Virginie, tu ne comprends pas, c'est un enfant qui est dénué d'empathie parce qu'il est élevé comme un enfant roi, et en fait c'est un vrai tyran, et c'est vrai parce qu'il a été élevé pour diriger le monde. Sa maman, Agrippine l'Ancienne, le balade au milieu des soldats de son père Germanicus, habillé en petit général. Donc depuis l'enfance, depuis qu'il a 2-3 ans, il est adulé. Donc vous imaginez comment on se construit quand on est enfant et qu'on est adulé par la terre entière, on n'a pas le recul nécessaire pour se remettre un petit peu à sa place d'enfant. Donc ça fait une espèce d'adulte complètement tyrannique qui prend plaisir à faire peser son pouvoir sur les épaules des gens et même à avoir des véritables élans sadiques. Ce type de personnalité, on va le retrouver de manière un peu différente chez Néron. Néron, l'empereur artiste, lui le rêve de sa vie, c'était d'être sur scène. Évidemment, comme ça se fait pas quand on est empereur, il va falloir bousculer un petit peu les choses, et ça va passer par le meurtre de sa génitrice, mais ça c'est une longue histoire qu'il faudra lire dans le livre. Oui, il ne faut pas tout raconter, parce que vous parlez des héritiers, mais ce sont aussi des héritiers qui vont conquérir le pouvoir, parce qu'ils vont assassiner des beaux-frères, des frères, des cousins, mais ça, c'est normal, des dans ce genre de mères, famille. des pères, je sais plus, mais probablement. Enfin, c'est des héritiers qui font ce qu'il faut
Mais pour avoir le pouvoir. La lumière et le pouvoir ne se partagent pas, et à chaque fois qu'un empereur s'est senti en danger parce que un cousin, un beau-frère pouvait peut-être leur faire un peu d'ombre, eh bien le meurtre était encore la meilleure façon de les éliminer. Parce que la mort sociale c'est bien gentil, mais bon, les gens restent là. Et puis, faut pas oublier que dans l'Antiquité, on n'a pas le même rapport à la mort qu'aujourd'hui. La morale est différente, donc il ne faut en aucun cas porter un jugement de valeur trop sévère. La vie ne vient pas de Dieu, dans l'Antiquité, l'empereur c'est celui qui règne surtout, et le maître a le droit et de vie et de mort sur ses esclaves notamment. Alors pas pour n'importe quoi, hein, il faut même les esclaves sont protégés. Mais si on estime que son esclave vous a trahi, on a le droit de le tuer. Parce qu'il y a un épisode que j'ignorais complètement, c'est dans l'histoire de Claude. Alors il n'est pas encore empereur, mais sa femme l'a trompé, on peut dire ça comme ça, et il a une fille et il s'aperçoit que cette petite fille qui est quasiment un bébé n'est pas sa fille, et il la jette dehors. Mais il la jette dehors pour de bon, quoi. Physiquement et nue, c'est-à-dire qu'il la répudie. Lorsqu'il se rend compte que Claudia n'est pas sa fille, elle doit avoir entre 2 et 4 ans, il refuse de l'élever. Et symboliquement, pour montrer qu'elle sort de sa maison, qu'elle n'est pas sa fille, il la met toute nue et il la jette à la rue. Alors qu'est-ce que cette petite fille est devenue ? On ne le sait pas. Soit sa mère s'est débrouillée pour la récupérer avec des esclaves et l'élever un petit peu en douce, parce que de toute façon, ils ont divorcé dans les jours qui ont suivi, soit elle a été récupérée par des marchands d'esclaves qui l'ont revendue. Après, tous les destins sont possibles pour cette pauvre petite fille. Mais effectivement, il y a des choses qui pourraient nous paraître cruelles, mais qui relèvent en réalité, pour eux, de la dignité. En abandonnant sa fille, Claude montre qu'il est un homme respectable. C'est difficile à comprendre pour nous, mais il a fait le bon choix pour son époque. Avant de parler des femmes, qui est un sujet très important dans votre livre, et qui est un sujet... Je ne connais pas très bien l'histoire antique et romaine, mais ça me paraît assez neuf, en tout cas dans cette approche. J'ai une question auquel je n'avais pas forcément pensé, c'est pourquoi ces Césars ne rencontrent pas de contre-pouvoir et que les pires sont capables de faire les pires choses jusqu'à un moment où ça devient insupportable en fait. Parce que le contre-pouvoir dans l'Antiquité romaine, c'est l'armée. Mais si vous êtes empereur et que vous avez l'armée avec vous, il n'y a plus de contre-pouvoir. Le Sénat n'a pas énormément de levier de pression pour pouvoir agir contre l'empereur. Il reste le complot et le meurtre. Ce sont quand même des moyens assez extrêmes. Mais il faut bien comprendre que quand l'Empire se fonde, il y a deux forces. Il y a l'empereur et il y a le Sénat. C'est ce qu'on appelle parfois la diarchie de façade, hein, parce que l'Empire ne doit pas ressembler à un royaume. Sauf que, comme je vous le dis, c'est une façade et que finalement le Sénat n'a pas beaucoup de pouvoir. Les seuls qui peuvent vraiment faire pression, c'est l'armée. Mais comme les empereurs payent à partir de Claude ce qu'on appelle un donativum, c'est-à-dire une forte somme d'argent au moment où ils arrivent au pouvoir, eh bien ils font en sorte que l'armée rentre presque dans leur clientèle. C'est pas vraiment du clientélisme, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que forcément, vous n'allez pas mordre la main qui vous donne de l'argent et de la nourriture. Donc quand on a l'armée avec soi, tout va bien. Oui, parce qu'il y a un des empereurs, je ne sais plus lequel, donc il y a un des empereurs qui cesse de payer les prétoriens, en tout cas. C'est Galba, il n'achète pas les hommes. Voilà, Galba qui n'achète pas les hommes, et c'est en partie ça qui va le... Bon, il est vieux, il y a d'autres problèmes, mais c'est en partie le fait de ne plus payer les soldats qui va l'entraîner à la fin, en fait. Exactement, Galba est un vieux militaire, mais un vieux militaire à la romaine très dur, très carré. Pour lui, un militaire se bat pour la gloire de Rome, et il n'est pas question d'acheter des soldats comme on achète des mercenaires. Donc lorsqu'il arrive au pouvoir, après la chute de Néron, il met les choses au point très rapidement. Il dit non, je n'achète pas les soldats, on règne parce que c'est comme ça, et vous défendez l'Empire parce que c'est comme ça. Et évidemment, dès que Othon va arriver en disant moi je veux bien vous payer, évidemment ils vont se retourner contre Galba. Je crois que Galba ne le voit même pas venir en fait. Il se fait assassiner, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il ne comprend pas ce retournement de situation parce qu'il est tellement ancré dans la rigidité de ces vieilles mœurs austères. Les Romains sont des gens austères, hein, tout l'imaginaire qu'on a autour de l'orgie, des films, des péplums, ça c'est notre imagination, c'est pas ça Rome. Rome c'est un milieu austère, digne. Bien sûr, des gens font des fêtes, bien sûr, des gens font des parties fines, mais pas plus qu'à Paris aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on est vraiment sur un personnage qui est archétypal de ce que doit être le vieux Romain sévère. Donc on va parler des femmes, parce que dans chaque chapitre, il y a une grande importance, vous accordez une très grande importance aux mères, évidemment, mais aussi aux sœurs, aux épouses.
pourquoi on s'était jamais intéressé au rôle des femmes qui, quand on vous lit, et c'est évident, est extrêmement important pour comprendre ce que sont ces hommes. Mais la réponse est très simple, c'est parce que mes prédécesseurs sont des hommes et qu'ils ne s'intéressent pas aux femmes. Donc moi, effectivement, en tant que femme, les femmes m'intéressent particulièrement parce qu'il faut que je puisse me projeter aussi sur un angle de vue et j'aime autant Enfin, c'est plus facile de me mettre dans la tête d'une femme que dans la tête d'un homme. Donc, regarder les hommes à travers les yeux des femmes, c'est un exercice qui est plus évident pour moi. Et évidemment, ces empereurs ne sont pas tout seuls. Autour d'eux, comme vous le dites, il y a les mères, il y a les sœurs, il y a les épouses, il y a les filles. Et les Julio-Claudiennes ont le même atavisme familial que les hommes, elles sont éperdues de pouvoir. Et comme c'est une dynastie dans laquelle il y a finalement assez peu d'hommes, elles prennent de la place. Vous avez tous les facteurs qui sont réunis. Des femmes intelligentes, éduquées, et peu d'hommes pour leur faire barrage. Alors elles comprennent bien que leur action sera dans les coulisses, il n'est pas question pour elles de mettre les lauriers sur leur tête et de diriger l'Empire, bien qu'Agrippine s'en soit approchée, mais ça c'est mal fini pour elle. Et donc les femmes vont vraiment essayer d'influencer le pouvoir, mais comme cela pouvait se faire d'ailleurs dans les familles sénatoriales, quand on écoute un petit peu les conversations, qu'on dit à papa, à son mari, tiens, ça serait intéressant de faire ça. Les femmes ont du pouvoir. Et donc nos Julio-Claudiennes, elles vont essayer d'influencer leur mari, leurs frères, leurs fils, pour essayer de participer au pouvoir. Elles ont des visions politiques. Elles ont réellement des visions politiques, c'est le cas de Livie, c'est le cas des deux Agrippines, mais surtout elles comprennent que si elles-mêmes veulent rester au sommet du pouvoir le plus longtemps possible, eh bien il faut qu'elles soient très proches des hommes qui le sont. Donc il faut être proche de l'empereur. Et on est proche de l'empereur si on est sa femme. Une femme, ça se fait répudier, alors qu'une mère, on ne peut jamais la répudier. Voilà pourquoi Agrippine l'ancienne et Agrippine la jeune ont tout fait pour promouvoir leur fils. Et Livie l'a fait aussi, même si elle a toujours été très proche d'Auguste, très respectée par son mari. Elle s'est dit, si jamais je meurs après Auguste et que ce n'est pas mon fils Tibère qui est au pouvoir, c'est la retraite assurée pour moi. Et ça, elle ne le veut pas parce que c'est réellement la femme la plus puissante de son époque. Elle va le rester très très longtemps, elle est extrêmement respectée et elle ne fait jamais un pas de côté, elle sait où sont ses limites. D'ailleurs, ceux qui la détestent parce qu'elle est puissante et qu'elle n'enfreint jamais les règles. Alors du coup, on cherche un petit peu des petites choses, oui, qu'elle a assassiné Auguste, c'est absolument pas vrai, bien évidemment que non. C'est une vraie femme de pouvoir à l'ancienne, celle qui comprend qu'on tire les ficelles en coulisses et que le vrai pouvoir est là. D'ailleurs, elles prennent les mêmes risques que les hommes quasiment, parce qu'elles peuvent être répudiées, j'allais dire, c'est le moindre mal qui peut leur arriver, mais on peut aussi assassiner des mères, on peut assassiner des épouses, des sœurs, des belles-sœurs. Il y a beaucoup d'hommes assassinés, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui rencontrent des destins extrêmement funestes. Bien, de toute façon, celles qui ont fait les mauvais choix, ce sont celles qui ont misé sur leur amant. Ça ne marche jamais. Et c'est très prégnant, notamment avec Julie, la fille d'Auguste. Alors, Julie est la digne fille d'Auguste. Elle aussi, elle veut le pouvoir, elle ne supporte pas sa marâtre Livie. Donc elle se dit, certes, ses fils vont régner, elle le sait, ça n'arrivera pas à ce qu'ils vont mourir jeunes, mais à cette époque-là, elle le sait, puisque de toute façon, ses fils sont les chouchous d'Auguste, Auguste les a adoptés, donc sa lignée va se perpétrer. Mais ça ne lui suffit pas, elle veut être l'impératrice. Pour ça, il faut qu'elle soit la femme de l'empereur. Et du coup, elle va se lier au fils de Marc-Antoine, l'ancien ennemi de son père, et elle va tenter un coup d'état avec lui. Il faut aller culotter quand même pour se retourner contre son propre père avec le fils de son plus grand ennemi. Évidemment, ça va très mal se passer, et là, Auguste ne pardonnera jamais à sa fille. Déjà, il fait assassiner le fils de Marc-Antoine, à qui il avait laissé la vie sauve quand il était adolescent, erreur, et il va envoyer sa fille en exil. Alors c'est une tragédie à Rome, parce que Julie est très appréciée, et les Romains vont supplier Auguste de ramener sa fille, et Auguste aura ce mot, je ne ferai revenir Julie que quand le feu pourra brûler sur l'eau. Et les Romains vont aller déposer des petites lanternes qui flottent sur le Tibre, pour dire voilà, il y a le feu sur l'eau, ramenez Julie. Mais Auguste est inflexible, il ne pardonnera jamais à sa fille de s'être retournée contre lui. Oui, c'est ça les hommes de pouvoir. Mais ce qui est fascinant dans votre livre, c'est qu'on a l'histoire des 12 Césars, mais plus qu'en creux, on a aussi l'histoire de toutes ces femmes. Et j'allais dire que quand j'ai fini le livre, j'avais presque plus envie d'en savoir sur elles que sur les 12 Césars, parce qu'on est dans des histoires absolument extraordinaires à chaque fois. Ah bah faudra acheter Agrippine alors, qui est un de mes précédents ouvrages. Mais effectivement, vous avez raison, les 12 Césars, c'est une histoire de famille. On ne peut pas
comme je l'ai dit, étudier les hommes sans les remettre dans leur contexte. C'est pour ça que je fais souvent cette comparaison, c'est une saga à la Game of Thrones finalement. C'est vraiment une famille qui lutte pour le pouvoir, et alors chaque élément voulant plus de pouvoir que l'autre, eh bien, il y a des complots qui se mettent en place, des influences, des manipulations, des meurtres. Donc c'est une histoire qui est absolument passionnante parce qu'elle nous montre finalement à la fois toute la laideur dont est capable l'humain et en même temps toute sa grandeur. Et c'est pour ça qu'il nous fascine depuis 2000 ans. Ils sont nous, mais en plus grand, en plus terrible.